radio qui ne manque pas, éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Eh bien, nos invités sont prêts pour le débat à la conquête de l'espace, de l'apport culturel des migrants, sous le regard et la parole bienveillante de notre modérateur adoré, Stéphane Gravier, n'est-ce pas? Et puis de ses invités que je le laisserai lui faire son travail et de les présenter, bien sûr. Stéphane, bonjour. Bonjour Fred Bonnard. Alors, juste en deux mots comme ça, pour vous situer, qui vous êtes, comment se fait-il que ce soit vous qui officiez ici aujourd'hui à la Barthelas sur Contre-Courant? Eh bien, rédacteur en chef du journal des activités sociales de l'énergie, qui est un journal qui est adressé à l'ensemble des salariés de la branche des industries électriques et gazières, ainsi que les retraités. On m'a sollicité pour animer ce débat avec nos invités dans quelques minutes. Alors, comme ce sont bien sûr des invités prestigieux, est-ce que vous avez un peu l'effroi, un peu le trac, un peu la trouille? Est-ce que vous avez quelque chose d'organique qui se passe comme ça juste avant de les recevoir? Ça se voit pas, mais oui. Oui, c'est ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi, voilà. Voilà, c'est peut-être ce qui nous lie avec les personnes qui montent sur scène, les comédiens, les comédiennes, les techniciens aussi. J'imagine qu'avant un spectacle, comme avant une émission radio ou un débat, eh bien oui, il y a un peu de trac. Alors, moi, ce que je vous propose, Stéphane, c'est que je me retire de cette chaise pour laisser la place à l'invité, voyez-vous, et que je parte ensuite peut-être à la conquête du public qui aurait éventuellement des questions ou des réflexions ou des commentaires à faire, pourquoi pas, au cours de votre échange et de votre discussion que vous allez rendre, j'imagine, messieurs, complètement accessible, bien sûr, hein, à tout le monde. Hein. Voilà. Et on va essayer. Voilà. La règle du jeu de cette rencontre, Fred, rappelons-la, c'est que vous allez vous promener dans ce public venu nombreux de toute la France et au-delà des frontières même, quelques milliers de personnes qui nous écoutent. Vous allez leur tendre un micro. Absolument, absolument Stéphane. Puisque c'est un débat interactif dans lequel il y a un échange, puisque c'est le principe même de Contre-Courant, l'échange et la rencontre. Et j'espère que nous allons avoir une belle rencontre pendant 1 heure. Alors, Stéphane, là, je vous laisse la main et à demain. Merci. Nos invités, ils sont au nombre de 3. Helmut Mood, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université à Paris-Dauphine, spécialiste de la mondialisation et des délocalisations des migrations internationales. Et vous avez publié un ouvrage aux éditions Fayard, L'immigration en France, mythe et réalité. On va en parler dans un instant. Rachid Bouali, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et interprète de Sans laisser de traces. Vous êtes responsable de la compagnie La Langue Pendue, qui est installée dans cette belle région du nord de la France, Exactement. Les Hauts-de-France. Et vous avez présenté cette pièce de théâtre au Centre culturel des Cheminots dans le cadre du Festival Off d'Avignon jusqu'au 15 juillet dernier. Et vous allez partir dès demain sur les routes de Corse pour présenter un autre spectacle dans les centres de vacances de la CCAS. On en parlera également. Tout à fait. Enfin, Emmanuel Mailly et Bonsoir. Élie Blanchard, qui est dans le public. Qui affine les réglages pour le spectacle de ce soir. Qui affine les réglages. Vous êtes professeur de mathématiques. Oui. On commence par ça. On commence par ça. Vous êtes militant. Oui. Militant des droits de l'homme. Non, plutôt en faveur des migrants et des sans-papiers. Et Déjà, des migrants. c'est déjà pas mal. Et des migrants. Et vous êtes également concepteur. Vous êtes musicien. Oui. Et vous êtes concepteur et interprète du spectacle Rodeo Ranger, qui sera présenté ce soir sur l'île de la Barthelas à Contre-Courant, à Avignon, à 22h. C'est ça, c'est exactement ça. On a un petit peu commencé à évoquer cette question, cette thématique à la conquête de l'espace, de l'apport culturel des migrants. Mood, puisque vous avez eu à l'instant un échange autour d'une pièce de théâtre. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce binôme, cette rencontre. Moi, c'était une surprise pour moi aussi d'avoir vécu cette aventure. Il s'agit d'une rencontre entre un chercheur dans différents domaines. Il se trouve que dans les sciences sociales et en économie, c'était un peu la première fois.
et un auteur de théâtre. Et c'est la compagnie L'Essence des mots qui organise la rencontre. Donc on ne sait pas qui on rencontre. On discute pendant 1 heure, c'est filmé. Et on extrait 15 minutes de cette discussion. Et l'auteur écrit une pièce à partir de la discussion. Et ensuite, 1 mois et demi plus tard, le chercheur réagit à la pièce. Et le tout est monté par la compagnie. Et donc on a une partie ensuite qui se termine par la discussion avec le public. Et sur ce thème de l'immigration, la discussion avec le public est importante parce que là on a affaire à une pièce qui s'appelle Mathias ou l'itinéraire d'un enfant paumé, qui est une sorte de caricature en quelque sorte de la peur de l'immigré, la peur de l'autre, la peur de celui qui arrive, à travers un certain nombre de mécanismes de fantasmes, de formation de fantasmes sur le risque de disparition de soi. Et ce qui est intéressant dans la pièce écrite par Marilyn Mattei, c'est que finalement on voit apparaître la manière dont se forment ces croyances et dont ça produit une angoisse aussi chez ces gens qui considèrent que nous allons être totalement envahis. Et ce que montre la pièce aussi, c'est que finalement il y a une sorte d'erreur de perception parce que c'est une perception à travers sa chambre dans sa maison, le refus d'accueillir quelqu'un, ou bien dans sa cour d'école. Et donc, en fait, ça pose la problématique de représentation du fait social qu'est l'immigration et du décalage énorme qui existe entre les résultats de la recherche, des chercheurs, que ce soit des démographes, des économistes, des sociologues, et l'instrumentalisation de cette question. Voilà pourquoi l'aventure était intéressante. Mythe et réalité des migrations, il y a un chiffre que vous m'indiquiez en préparant cette rencontre, c'est 0,3% de la population française, ce sont les immigrés. Alors, non, ce sont ceux qui arrivent chaque année, c'est-à-dire les flux, ce qu'on appelle les flux. Chaque année, il y a 200 000 personnes qui arrivent. Ça représente à peu près 0,3% de la population française contre 2 fois plus pour la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays qui ont le même niveau de développement que nous, que la France. Et ce chiffre est stable depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, depuis en plus la fermeture de l'immigration en 1974. Et en fait, ce chiffre se décompose en différentes catégories de migration. La catégorie d'immigration de travail est relativement minoritaire, c'est 25 000 à peu près, 20 à 25 000. Ensuite, c'est les migrations familiales, qui sont des regroupements de Français qui ont le droit de faire venir leurs conjoints. Et pour une grosse majorité, une petite minorité, c'est des regroupements familiaux d'étrangers. Et puis on a une 4e catégorie qui est très importante, aussi importante que l'immigration familiale, on ne le dit pas assez, c'est l'immigration en libre circulation, c'est-à-dire l'immigration européenne, qui ont le droit de venir s'installer en France, ou vous, Français, nous, Français, avons le droit d'aller nous installer au Portugal ou ailleurs. C'est à peu près 33% des flux d'immigration. Et puis on a l'immigration d'asile, qui était presque rien, à peu près moins de 10 000, jusqu'au choc de 2015, où on a eu un afflux d'immigrés, de migrants liés à la demande d'asile à cause de 15 conflits dans le monde, en particulier dans les pays de la région, dans le Moyen-Orient, en Syrie, bien sûr, en Irak. En Afrique, on est l'Érythrée. J'ai oublié l'Afghanistan en Asie. Et donc, ces flux sont arrivés massivement dans les pays de l'OCDE, mais beaucoup moins massivement que dans les pays voisins des pays des conflits. En d'autres termes, si je vous donne le chiffre sur les Syriens, on a eu 6,5 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie à cause de la guerre, de tout ce que vous connaissez, et des facteurs géopolitiques, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez eu 1,5 million qui sont arrivés dans les pays riches de l'OCDE, dont 1,3 million en Europe, et dont à peu près 800 000 sont allés en Allemagne, en Suède, en Allemagne 800 000, et puis après ça se concentre en Suède, en Autriche, et dans quelques pays, 4 pays concentrent à peu près 80% de cette arrivée. La France a pris très peu de gens, vraiment très très peu, et pourtant on en a fait quelque chose de majeur dans les débats publics, mais en fait, je parle sous le contrôle là d'un militant, Emmanuel Mailly, qui va intervenir là-dessus. Mais en fait, on a protégé à peu près 35 000 personnes à qui on a donné le statut de protégé contre, évidemment, plusieurs centaines de milliers en Allemagne ou dans d'autres pays.
35 000, ça fait 1 par commune française, c'est pas énorme. Mais on a une problématique de peur, bien sûr, qu'on a mis en avant à cause de la montée des populismes, qu'on appelle populisme, et surtout d'extrême droite, qui en a fait son fonds de commerce. Et finalement, les politiques ont cédé à cette peur. Et du fait du manque de coordination des politiques d'accueil en Europe, eh bien, on a eu une crise migratoire. Mais ce n'est pas une crise migratoire qu'on a eue. 1,5 million, c'était absolument absorbable. On a eu à peu près 1,5 million qui sont allés au Liban de Syriens, 2 millions en Turquie, 800 000 en Jordanie. Donc à peu près la majorité des réfugiés sont allés dans les pays voisins. Nous, en Europe, on a accueilli 1,3 million à 1,5 million maximum. Par rapport à la population européenne, c'est rien. Mais le fait qu'on n'ait pas réussi à se coordonner entre pays, que la France, en 2014-2015, a dit « nous, on n'accueillera personne », que l'Allemagne, ensuite, a joué sa propre carte en disant « nous, on va en accueillir », et puis qu'ensuite, on a eu cette dissension entre pays. En fait, on a eu une crise qu'on a appelée crise migratoire, mais qui n'est pas une crise migratoire, qui est une crise des institutions européennes. Est-ce qu'il est nécessaire, Helmoud, Moud, d'abord de définir, pour savoir de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a demandeurs d'asile, réfugiés, immigrés ou travailleurs immigrés, et réfugiés politiques. Oui, alors en fait, il y a une définition, si vous voulez, que donne l'ONU, qui est acceptée par tous les pays, de ce qu'est un migrant. Un immigré ou un migrant. C'est à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays de manière permanente, c'est-à-dire plus d'1 an. Qu'il ait pris la nationalité du pays d'accueil par la suite, ou qu'il ait gardé sa nationalité d'origine, il est considéré comme immigré, même s'il est arrivé comme mineur. Donc les immigrés en France, c'est 6 millions. La moitié à peu près est naturalisée, l'autre moitié est étrangère, et ça forme les immigrés. Après, on a à côté de ça des migrations temporaires qui arrivent pour des raisons de travail en dessous de 3 mois, 6 mois, qu'on ne considère pas parmi la catégorie des immigrés. Hein, par exemple, les travailleurs détachés ou les travailleurs temporaires, ça, c'est pas de l'immigration. L'immigration, c'est vraiment l'installation permanente dans un pays d'accueil après avoir quitté son pays. Après, les enfants nés en France ne sont pas des immigrés. Les deuxièmes générations, c'est des Français, comme tous les autres. Ça pose des problèmes, on a eu ce débat tout à l'heure, dans certains endroits, mais qui sont des problèmes qui ne sont pas liés à l'afflux de l'immigration d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la définition la plus précise qu'on puisse avoir et qui est reconnue par l'ensemble des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Après, lorsque l'équipe d'Algérie gagne un match en Coupe nationale d'Afrique, on a un certain nombre de commentaires sur ces jeunes Algériens qui soutiennent l'équipe de football de leur pays, auquel leurs parents ou leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, sont attachés. Ça, c'est culturel. Jusqu'à quand parle-t-on de nouvelles générations ? Écoutez, là moi je ne suis pas sociologue. Donc vous êtes économiste. Je suis économiste, donc je suis très prudent quand je m'intéresse aux autres sciences sociales. Néanmoins, ce que je peux dire sur la question, c'est que la problématique de l'intégration, entre guillemets, des Français, car ce sont des Français, dès qu'on est né en France, on est considéré comme Français, deuxième ou troisième génération, c'est une problématique extrêmement compliquée. C'est pas parce que on peut s'identifier à une équipe nationale du pays d'origine, du pays de ses parents, quand ce ne sont pas par ailleurs français. Je veux dire, le fait qu'on multiplie les identités ne fait en rien... moi, je me sens parfaitement français, je suis français, je suis professeur d'université, j'ai passé tous les concours, je suis vice-président d'une université qui s'appelle Paris-Dauphine, et quand j'ai un match de foot, je soutiens la France, exactement comme tous les enfants que vous avez eus quand on a gagné la Coupe du Monde, on a soutenu... Et puis quand l'Algérie joue, on soutient aussi cette équipe par sympathie, par sorte d'identification culturelle. Et pourquoi pas ? En fait, ça n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est les violences qui peuvent exister pour des raisons dont on n'a pas la possibilité maintenant de parler. Mais ça, c'est un problème, en effet. Mais le fait qu'on ait des représentations, qu'on soutienne 2 ou 3 équipes, ça pose pas de problème. C'est une richesse, justement, en termes d'apport culturel. Donc si moi, on me demande ce que je suis, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Je suis issu de cette immigration algérienne. Et mon père était ouvrier, donc j'ai passé tous les concours de l'université, etc. Je me sens à 100% français, mais je me sens aussi à 100% algérien, à 100% kabyle, berbère, à 100% européen. Donc je suis à 400% quelque chose.
Et je suis peut-être même à 500%, parce que j'ai vécu un peu aux États-Unis. Donc, si vous voulez, il y a un faux débat sur ces questions-là. Il y a des problématiques d'insertion sur le marché du travail. Il y a 1,5 million, 1,2 million de jeunes que l'OCDE appelle les NEETs, les non éduqués et non formés. Ça, c'est un super problème, mais qui n'est pas lié à l'immigration, qui est lié à la manière dont se sont concentrées les populations les plus fragiles dans des endroits, des zones urbaines sensibles, et comment, en fait, la politique structurelle, qui est la politique d'aménagement du territoire, après la crise du capitalisme qu'on a connue dans les années 70, n'a pas réussi à éviter ce que les États-Unis ont connu dans les années 50, c'est-à-dire des zones urbaines dans lesquelles les gens sont assignés à résidence. Ils sont verrouillés sur place et ils n'en bougent pas. Ils n'en bougent d'autant pas que le marché du travail est atone, qu'il y a des discriminations. Quand vous habitez le 93, vous êtes discriminé à double titre parce que vous habitez le 93, le Seine-Saint-Denis, parce que vous avez un prénom musulman, par exemple. Il y a plein d'études qui montrent ça. Verrouillés sur place et finalement... comment ça se fait, ces phénomènes de concentration urbaine, par un effet d'éviction. Ça a été très bien étudié par Éric Morin, par exemple. Dès que vous avez un peu les possibilités de partir, vous partez. Donc restent les plus fragiles. Alors, ça ne représente pas du tout l'intégration. En général, l'intégration, quand vous la mesurez, ça marche plutôt bien. Des gens qui sont bien insérés. Il n'y a pas que des joueurs de football, des Zidane. La preuve, il y a Rachid aussi Bouali. des gens qui réussissent très très bien. Donc voilà. Rachid Bouali. Voilà. Rachid Bouali. Oui, fils de Kabyle, hein. Voilà. Fils de Roubaix. Kabyle, fils de Kabyle, Roubaix, ville d'immigration, quoi, toute la région d'ailleurs, parce que ça, c'est franchement lié à l'économie, à l'histoire de cette région du Nord. D'abord, les immigrés belges, à la fin du 19e siècle, et puis ensuite, on va trouver les Polonais, on va trouver les Algériens, Portugais. les Italiens, les Portugais, les Marocains, dernière vague d'immigration dans les années 70-80. Vous, c'est quoi cet apport de la culture des migrants parce que dans cette pièce de théâtre que vous avez jouée sans laisser de traces, vous posez la question, la problématique de ces gens en péril, n'ayant comme drapeau, là je vous cite, n'ayant comme drapeau que les habits qu'ils portent sur le dos et comme hymne leur souffle. Oui. Alors, c'est quoi cet apport et en quoi ces hommes et ces femmes qui sont des migrants, qui essaient de traverser la Méditerranée au péril de leur vie, sont une source de création pour vous? Courage. Alors, d'abord, je vais commencer par la dernière question, la source de création. J'ai fait une représentation scolaire devant des lycéens, et il y en a un qui m'a dit « Pourquoi vous avez fait ce spectacle, monsieur? Pourquoi vous avez choisi ce thème ?» J'ai dit « Moi, j'ai pas choisi ce thème. J'ai juste que j'habite à 1 heure de Calais et il y a 10 000 personnes qui se sont installées. Alors moi, je suis comme tout le monde. On a donné un peu de sous, on a donné des couvertures, des chaussures. Et après, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? On est des artistes, on a une conscience. Et on se dit, nous, on monte sur scène, on peut parler, on nous écoute. Donc, il serait bon qu'on les entende. Alors, on se prête au jeu. On essaie de se laisser traverser par leurs paroles. Donc j'ai fait un spectacle à base de témoignages des réfugiés qui étaient là sur Calais et d'ailleurs. Oui, parce que quand on regarde la télé ou quelquefois on écoute la radio, on pourrait faire des émissions pendant 3 heures, 4 heures. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un en face qui a fait la traversée. Vous savez, moi j'ai un conte comme ça. Si c'est une petite histoire, dans les domaines zen, trucs, machin, vous avez dû le voir dans cette petite histoire traînée dans les livres. C'est l'assemblée des papillons. Il y a une espèce de grand maître gourou des papillons et ils sont tous là en train de regarder une lumière au loin. La lumière d'une bougie à l'intérieur d'une maison. Et puis il y a le grand maître des papillons qui regarde ses disciples et qui dit « Qui pourrait me raconter ce qu'on voit là, ce truc qui brille ?» Alors il y a un des papillons qui dit « Moi j'y vais ». Puis il fonce droit vers la fenêtre, il passe par l'interstice et il fait le tour et il fait « Ah !» Il revient, il dit voilà, c'est chaud, ça pique aux yeux, et le grand maître dit bon, tu ne m'as absolument rien appris de ce que je vois là en face. Un deuxième dit j'y vais. Il y va, il passe par l'interstice de la fenêtre ouverte, et il fait le tour de la bougie, il revient, il dit il a raison, ouais, ça pique aux yeux, puis il y a une odeur en plus, une odeur. Puis le grand maître des papillons, il dit « Mais tu ne m'as absolument rien appris de ce que je vois là en face. » Il y en a un qui dit « Bougez pas, j'y vais. » Là, il fonce et il arrive droit sur la flamme et il y a tous les papillons qui regardent, font « Waouh !»
Et le grand maître qui dit voilà, enfin un qui sait. Alors, oui, on peut parler pendant des heures et des heures, hein, mais putain, quand on n'a pas quelqu'un en face qui vient, qui a 15 ans, qui a 14 ans, qui a 30 ans, une femme, un homme, qui vient commencer à raconter son périple, comment voulez-vous qu'on établisse des concepts et des chiffres et des... On peut faire des... Oui, on peut parler de... C'est quoi un migrant? C'est quoi un réfugié? C'est quoi un... Et c'est bien, on va les classer, on va faire des petits livres bien propres, tout ça. Mais quand il y en a un qui prend le plateau, là, ou qui raconte, ou qui prend... Et j'aimerais bien, un jour, vraiment, sur une émission à grande écoute, qui monte sur le plateau pour raconter un témoignage, là, on est d'homme à homme, d'homme à femme, on se regarde dans les yeux et on se le prend dans la gueule. Et là, à un moment donné... peut-être qu'on arrivera à se poser vraiment les bonnes questions et de pas de faire des trucs, des machins pour encore une fois essayer de définir les choses. Vous savez, la définition c'est la mort, c'est le cimetière. Quand c'est défini, c'est fini. Alors on a terminé, on a consommé un thème et on dit bon, oh, c'est bon les migrants, les trucs là, c'est bon hein. Y a pas un nouveau thème là qu'on... Alors les radios ils s'y remettent. Les télés, c'est reparti. Non, la question elle est autre. Elle est autre. C'est quelle part on a nous. C'est quoi notre mode de vie? Et qu'est-ce qui fait que tout le monde se barre de chez eux et qu'ils viennent ici pour dire qu'on est en train de crever dans leur pays? C'est ça, la question, elle est là. Voilà, tu m'as cherché, tu m'as eu. Emmanuel Bailly, Oui. une réaction? Ouais, non, mais oui, enfin, les propos tenus par Marachine me touchent énormément parce que c'est mon quotidien en tant qu'artiste, enseignant, père de famille, militant. Enfin, je me lève le matin pour ça aussi. Moi, j'ai commencé à militer auprès des gamins, particulièrement quand, dans ma classe, une gamine a disparu un jour et je me dis, mais tiens, où elle est où? Et on m'a appris qu'elle avait été raflée par la police et ramenée à son pays avec sa famille. Et j'ai décidé que plus jamais ça allait se produire, en tout cas autour de moi. Donc, j'ai commencé à militer plutôt en tant qu'enseignant et artiste avec Rodeo Ranger en 2015, quand à Chauny, là où je milite aussi localement. Dans l'Aisne? Dans l'Aisne, oui, il y avait... pour la première fois dans un hôtel. Alors à Chauny, il y a 2 hôtels. Hein. Il y a un hôtel raciste et un hôtel très raciste. Bon, ils ont eu le très raciste. Je suis désolé, c'est l'Aisne. Hein. Bon, on fait comme on peut. Toujours est-il que cette dizaine de gamins qui étaient là, ils avaient 15-16 ans, mineurs isolés ou mineurs non accompagnés. C'est les fameuses cases qui bougent, qui changent, les cases administratives, avec des droits qui descendent évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, ces dizaines de gamins s'emmerdaient profondément. Ils étaient, en tout cas 2, étaient vraiment choqués du fait qu'ils avaient traversé, c'était guinéen, ils avaient traversé les déserts avec tout ce qu'on peut imaginer, avaient été esclaves, une fois, 2 fois. Les deux garçons s'appellent Mamadou et Thierno. Et Thierno, oui, ce sont les deux gamins avec lesquels on a pu travailler sur ce projet. Et du coup, tu m'as coupé dans ma réflexion. Oui, Chauny. Donc voilà, Chauny, l'attente et la déception de ces gamins qui, eux, avaient une telle énergie, une telle volonté de reconstruire leur parcours. Enfin, vraiment, ils avaient pris tous les risques. Et on les connaît, ils sont vraiment merveilleux, ces gamins. Pour rebondir, pour aller de l'avant, pour voir la lumière, comment qu'elle pouvait vaciller, comment eux aussi pouvaient allumer des feux. Qu'ils avaient ce régime-là répressif et à plusieurs titres. Le premier, c'est... Évidemment, la France doute de la majorité des gamins quand ils arrivent. C'est tellement pratique que les gamins deviennent majeurs. Du coup, les conventions internationales des droits de l'enfant disparaissent. Convention dont on fêtera cette année le 30e anniversaire. Oui, accessoirement. Boire le champagne. Et du coup, il y avait cette violence étatique là. Et, moi, en tant que militant, ça m'a vraiment ému. J'avais plus l'habitude d'aider des cas très difficiles, des majeurs isolés sont vraiment les cas les plus difficiles à défendre, à mon sens. Et là, cette dizaine de gamins m'a ému. Et avec mon ami Elie Blanchard, l'artiste visuel avec qui je travaille, on avait une création en cours. Et on s'est dit bon, allez, stop. On a ces gamins, on est citoyens européens. Quel sort on leur réserve? Quel est l'état de l'Europe actuelle dans ses engagements par rapport à la migration? On traite de ce thème. Donc on a été retourné voir cette dizaine de gamins. On leur a proposé le projet de monter un photoconcert qui retraçait des sensations qu'ils avaient ressenties. Donc ça s'appelle Rodeo Ranger, fragment d'une traversée. Et c'est un photoconcert. Elie manipule 600 à 700 photos en direct, des photos qu'on a tournées avec les gamins. Un tournage coécrit, un scénario coécrit avec eux. Et moi, je pratique la musique sur scène. Elie manipule les images et fabrique le film. Ça dure 45 minutes. On adresse ce spectacle plutôt aux jeunes Français,
On aime à jouer vraiment aux jeunes Français, parce qu'il y a toujours un débat à la fin, à la suite de ce spectacle. Et selon l'âge des mioches, les 15-17 ans s'identifient immédiatement à Tierno et Mamadou, les personnages principaux du photoconcert. Les petits sont assez choqués des témoignages, parce que pendant le spectacle, on entend le témoignage de Tierno et Mamadou en direct. Mamadou relate qu'il a perdu son père et sa mère, donc le petit gamin français, il est plutôt là-dedans. En tout cas, ils sont émus. Ils comprennent qu'ils ont eux aussi la chance d'être plutôt dans une démocratie pour l'instant, même si elle s'effrite de jour en jour. Et que nous leur dit, ok, les enjeux de la migration, finalement, c'est plutôt à vous de les faire, quoi, parce que le réchauffement climatique opérant, il n'est pas question que les gens meurent en Afrique un peu plus. Les Libyens vont avoir chaud, donc vont aussi monter. Donc cette Europe, là, un peu frileuse actuellement, va falloir la balayer et construire plutôt une Europe solidaire, engagée, qui partage, tout simplement. Nous, on essaie de véhiculer ce projet de manière positive, en leur montrant que la migration, c'est vraiment une chance, et le partage est vraiment une chance. Donc je suis assez content de ce boulot, en fait. Que vous disent les jeunes, et notamment les 15-17 ans, les jeunes ados, les spectateurs à l'issue du spectacle? Bon, en fait, on relate aussi le parcours scolaire de ces gamins, parce qu'ils sont allés à l'école, évidemment. Une fois que leur minorité a été prouvée, ils ont le droit d'aller à l'école. Et Tierno et Mamadou étant un peu des exemples assez extraordinaires. Ils sont déjà francophones, guinéens francophones. Donc c'est déjà un sacré atout quand on arrive, par rapport même aux allophones, par exemple. Et Tierno veut devenir ingénieur. Donc là, ça fait 2 ans qu'il est à Paris 6, en école d'ingénieur. Il a eu son bac S avec mention très bien, etc. Il va retourner en Guinée-Conakry dans quelques années. Il va construire pont, école, hôpital, comme il veut toujours le faire. Mamadou, quand on l'a rencontré, il était en bac pro restauration, hôtellerie. Il voulait ouvrir son affaire. Et puis, avec quelques militants locaux, on a construit une association pour éviter que les gamins s'ennuient le week-end. On les a traînés dans les musées nationaux. On les a traînés dans des concerts. On les a nourris comme on pouvait. Et finalement, ce Mamadou, de son bac pro, il s'est dit, moi, je veux enseigner l'histoire-géographie. Donc actuellement, il est à la Sorbonne. Il a eu son bac L avec mention bien. Et il veut enseigner l'histoire-géographie. Et ça, c'est ce qu'on cite à la fin de Oranger à ces lycéens qui sont français, qui sont, eux, dans leur construction occidentale d'adolescents. Ils ont plus ou moins un confort. Et leurs parents râlent dessus parce qu'ils ne rangent pas leur chambre, ils ne font pas leurs devoirs et qu'ils ne travaillent pas assez, etc. Ils ne sont pas du tout dans la même dynamique que ces gamins africains. Et du coup, je sais pas, on a l'impression qu'une étincelle jaillit de ces gamins. En tout cas, on a toujours d'excellents retours de la part des lycéens et des autres. On a parfois des propos racistes, mais plus d'adultes quand on fait une tout public. C'est assez drôle d'ailleurs d'avoir des racistes dans le public de Rodeo Ranger, c'est plutôt pas mal. On se fait aussi engueuler par des Africains adultes en disant oui, c'est facile pour vous de montrer ce spectacle avec des gens qui sont déjà convaincus par la cause, ce qu'on entend. Allez plutôt le montrer au gouvernement, c'est ce qu'on souhaite faire un jour aussi. On attend juste l'invitation. Des rencontres, pour garder la parabole du papillon, Emmanuel Bailly rencontre 2 jeunes Guinéens. Vous, Rachid Boily, vous rencontrez les réfugiés du camp de Calais, il y a quelques années maintenant. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quelle est la situation à Calais? Catastrophique. On en parle moins. Oui. C'est-à-dire qu'on en a moins besoin. Il n'y a pas d'élection tout de suite là maintenant. Enfin, ça va revenir. Ça va revenir. Ils vont peut-être laisser un point. L'immigration est le thème principal. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Sangatte avant. Il y avait Sangatte et c'est Sarko qui a rasé Sangatte. Il était ministre de l'Intérieur, je pense. Et ils ont rasé Sangatte. Il y a un problème. Hop, il n'y en a plus. Alors du coup, nous on a ri. On a dit mais comment ils vont raser Sangatte. En plus, nous là-bas, on faisait des pièces de théâtre. On allait. Il y avait tous les musiciens du côté de l'île qui allaient donner des concerts, tout ça. Je pense aux musiciens de Oisem. Et ils avaient établi avec la Croix-Rouge, qui est un des quartiers de Lille. Oui, qui est un des quartiers de Lille, où il y a vraiment une culture musicale extraordinaire. Et du coup, il y avait un vrai échange. Et je vous rappelle, à l'époque, c'était l'immigration, c'était dû aux guerres du Kosovo. Donc il y avait énormément de Kosovars, les pays à côté, rappelle-moi. La Bosnie, voilà, Bosnie, et puis Serbie. Et d'ailleurs, à Calais, c'est drôle parce que le premier black
qui est arrivé, on a dit « Ah, chaco chauvar noir !» Traduction. Parce que les Calaisiens, ils parlent comme ça. Ils disent « Chaco chauvar !» Parce que pour eux, dans leur tête, quelqu'un qui dort dehors, c'est un cochauvar. Ouais, c'est Il plutôt y a ça un fait partie cochauvar dans le du- magasin qui dort dehors. Ouais. C'était pas un cochauvar du tout. C'était soit un SDF, soit un réfugié qui arrivait de n'importe où. Mais pour eux, dans leur tête, c'est un cochauvar. C'était devenu en fait à l'époque, parce que moi j'habite aussi les Hauts-de-France, Oui, c'était à l'époque devenu un qualificatif en fait. ouais, tout à fait. Ouais, c'est Kosovar. voilà, c'est une manière aussi d'intégrer le phénomène qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les habitants, quand même, c'est un phénomène. De voir 10 000 personnes s'installer devant son magasin, devant son café. Là, je raconte dans mon spectacle, il y a une dame, elle tenait un café, et il y a eu 10 000 personnes. Alors on peut lui prêter ce qu'on veut, on pourrait supposer qu'elle est raciste ou quoi que ce soit. C'est juste que peut-être qu'elle était simplement une dame qui avait un projet avec son mari et qu'elle a vu arriver 10 000 personnes. C'était pas son projet de départ. Voilà, elle avait une clientèle, elle l'a perdue. Et elle le dit bien, elle dit au début, moi ils venaient à 2-3, ils demandaient de l'eau, je leur donnais, maintenant ils viennent à 15-20, ils font peur à tout le monde. Et après chacun y pense ce qu'il veut, mais on ne peut que comprendre. Mais c'est surtout que ça souligne un abandon de l'État, c'est ça. On ne peut pas laisser des gérants d'un café, une dame, une mamie qui habite une maison ou n'importe qui de la population gérer un changement aussi radical dans la démographie ou dans on attendait à ce que l'État prenne en main humainement le phénomène et que voilà, ça soit pas juste une instrumentalisation à l'approche des élections, parce que ça a toujours été ça. Et alors là, je vais mettre à l'aide tout le monde, hein, droite comme gauche, hein, parce que sous Hollande, ça a été pareil. Hein. Là, on en a eu plein la gueule. Hein. Et là, ils ont tout rasé, ils ont gardé des trucs un peu modernes, avec, je pense qu'ils peuvent rentrer, avec, tu me diras si je dis des bêtises, mais il y a une reconnaissance numérique, enfin, à empreinte, qui doit coûter la blinde. Et du coup, ils ont dit non, on réserve ça que pour les familles avec enfants. Donc, en fait, il doit rester, je sais pas moi, peut-être sur les 10 000 personnes, une poignée, un millier, je sais pas, même pas 500, 2000. Moi, je suis pas fort dans les chiffres CE. Elmoud, vous souhaitiez intervenir sur le retrait de l'État par rapport à ces situations. Ouais, excusez-moi, je ne voudrais pas couper, oui, parce que vous êtes vraiment des grands parleurs, hein, c'est super, mais enfin, en même temps, moi, ça fait un bail que je suis sur le terrain. Je suis à quelques encablures d'une tripotée de gens qui sont en éveil. Vous voyez, ils ont les synapses et les neurones qui sont complètement là, présents. Et peut-être, je me disais qu'il était temps de leur filer un coup la parole. Stéphane Gravier, notre modérateur modéré, ouais, c'est possible. Voilà, d'essayer de dire, tiens, si par exemple Brigitte d'Orléans ou bien Gérard du Puy-en-Velay, ils voulaient prendre la parole pour essayer je sais pas, de questionner ou pour mettre peut-être en débat, parce que là, c'est plutôt un débat pour le moment. Vous êtes tous d'accord. Alors voilà, mais peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait débat ou est-ce qu'une question, une interrogation, une réflexion? Vous voyez, la parole est à vous. Oui, alors merci. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Voilà, vous êtes sûr, hein, parce que voilà, si quand même. Voilà, du coup, on a bien fait. Vous voyez, modérateur. Voilà, vous voyez comme ça. Voilà. Alors, Jean-Pierre de Tourcoing. C'est presque ça. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je vais essayer d'être rapide, évoquer la question de la place de la laïcité. Particulièrement en France, puisque c'est central. Je voudrais illustrer cette question-là qui me paraît problématique là, par rapport au thème qui est le nôtre, qui est celui de l'apport de la culture. Et peut-être sans me lancer... Alors, juste une illustration très rapide. J'ai vu un film dans la semaine sur un village de Calabre qui s'appelle Riace, qui a fait le choix, plutôt qu'ouvrir des Airbnb, parce qu'il était en train de mourir et il avait envie de ne pas mourir, d'accueillir des migrants. Il est passé de 900 à 2000 habitants. Et puis à un moment donné, dans le film, on voit le maire, qui est plutôt à gauche, voire un peu à gauche de la gauche, dans son idéologie, je dirais, et ses références, organiser une réunion, c'est le maire, dans une église. Le film, bon. À la fin du film, c'est dans un cinéma d'arrêt d'essai qui se situe à Avignon, je fais un peu de pub, qui s'appelle Utopia. Il y a une ouverture vers le public, comme là maintenant. Et puis, il y a une dame
qui intervient pour dire mais il y a quelque chose qui me gêne vraiment dans ce film, c'est le fait que le maire intervient dans une église. Alors je dis ça parce qu'il a fallu que la réalisatrice qui était là, une des co-réalisatrices, explique la différence qu'il y a de ce point de vue-là entre la France et l'Italie, tout simplement. Et le fait que, d'une part, par exemple, en France, un maire ne peut pas se permettre ce genre d'intervention dans une église, ça pose la question de la religion, donc ça fait le lien avec la culture. La religion est évidemment au cœur de la culture. Et la question que je voulais simplement poser, c'est comment dire, il me paraît évident qu'en Calabre, accueillir des immigrants, des émigrés, ça me paraît plus simple par rapport à la religion qu'en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Helmoud, qu'est-ce que vous en pensez? La première question, c'est sur l'apport économique. Non, mais C'est compris, il n'y a pas besoin de répéter la question, hein, je veux dire. non, j'ai compris. Je voudrais. Il y a deux questions. Il y a la question de l'apport Économique. économique et culturel aussi. On peut aller jusque là. Et il y a la question de savoir si on a une politique d'accueil. Et c'était la question qu'on avait juste précédemment. Et il y a la thématique de la laïcité sur laquelle on reviendra. De la laïcité, voilà. Bon, alors, donc, c'est pour ça qu'il faut analyser les choses. Il faut regarder des papillons, mais il faut aussi avoir des analyses et des chiffres et mesurer. Parce que sinon, effectivement, on est sujet à toutes les instrumentalisations dont vous avez parlé. Vous avez raison. À chaque période électorale, on le voit, gauche comme droite. Moi, j'ai été auditionné par tous les débatteurs aux élections. Ils ont tous accepté des chiffres faramineux, complètement faux, etc. Bon, bref. Sur les problématiques d'intégration, il y a vraiment deux choses complètement différentes. Sur les flux arrivants, hein, il ne faut pas mélanger les choses entre ceux qui sont nés en France et qui vont, en fonction d'un certain nombre de paramètres, développer soit des refus, des rejets, etc. Et puis les nouveaux arrivants. Et parmi les nouveaux arrivants, lorsque vous prenez des demandeurs d'asile, en fait, la problématique, c'est d'abord une problématique de langue. C'est ça qui fait la question clé de l'immigration. Parce que l'immigration familiale ou l'immigration économique, elle s'intègre très bien. La durée d'insertion sur le marché du travail est très rapide. Parce qu'en fait, ils viennent pour ça, précisément. Et ils choisissent des pays dans lesquels ils parlent la langue, etc. Donc, ils ont beaucoup moins de difficultés à s'insérer. Nonobstant la question de la laïcité, qui est une autre question. S'agissant des demandeurs d'asile, ils ne choisissent pas le pays de destination. D'ailleurs, on le voit bien avec l'exemple de Calais ou l'exemple de... Ils veulent aller en Angleterre. Oui. Et c'est là qu'ils ont des éléments. Ils veulent aller en Angleterre pour des raisons de langue. Pour des raisons de langue et de famille. De réseaux familiaux. Et de réseaux de communautaires qui permettront de les placer. Ça, le cinéma l'a très bien montré. Et c'est pareil pour les immigrés qui sont arrivés de Syrie en Allemagne. Il n'y a pas de relation coloniale entre l'Allemagne et la Syrie. Il n'y a pas de langue allemande parlée parfaitement par les Syriens. Donc il y a une problématique de langue. Alors la différence entre la France et les autres pays, c'est la politique d'accueil. On a un budget... Désolé pour les chiffres. On a un budget en matière de politique d'accueil des demandeurs d'asile 7 fois moins important qu'en Allemagne. 7 fois moins. Ça veut dire qu'on n'investit pas dans l'accueil. Et vous discutez avec les responsables d'associations, moi je vais aussi discuter avec des gens sur le terrain, ils vous le disent tous. Le gros problème, c'est pas la masse des gens qui rentrent, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. C'est la politique d'accueil qui est complètement déficiente. Et pourtant, les gens sont très bénévolents, ils font des efforts monstrueux, que ce soit dans les services sociaux, etc. Mais ça ne suffit pas. Investir dans l'accueil, ça a des gains économiques. On a mesuré ce que ça a coûté, ce que ça a apporté à l'Allemagne. Ça a apporté 0,3% de croissance. C'est pas rien du tout. Parce qu'en fait, quand on a une politique efficace d'insertion, les gens vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir être utiles à l'économie d'accueil, etc. Et en fait, le problème vous parliez tout à l'heure des demandeurs d'asile qui arrivent. Ils arrivent, en fait, ils sont souvent très qualifiés ou qualifiés. Mais dans la mesure où vous les mettez dans des catégories juridiques de demandeurs d'asile, dans des camps à Calais, à Sangatte autrefois, etc., ils donnent aux yeux des populations qui regardent le journal de 20 heures toutes les apparences de quelqu'un de pas qualifié, qui vient chercher de misère du monde, etc. Ce qui est complètement erroné. Le taux de gens qui sont relativement qualifiés est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser à partir des catégories juridiques dans lesquelles ces gens-là sont mis. Après, il y a la question de laïcité. Moi, je ne suis pas sociologue, je ne travaille pas sur ces questions de laïcité, donc j'aurais du mal à vous répondre en tant que
disons scientifique entre guillemets, mais en tant que citoyen. Il me semble que la question effectivement de la focalisation sur le voile et sur toute une série de stigmates en France est une question qui se pose de manière vraiment singulière par rapport à d'autres pays. Alors peut-être parce qu'on a une vision très très homogénéisatrice de ce qu'est le creuset français et de l'intégration. Mais je rappelle simplement les travaux de Gérard Noiriel, historien, qui montraient que les propos anti-curés polonais dans les années 30, anti-curés italiens, anti-italiens sont vraiment des mêmes ressorts que ceux qu'on a aujourd'hui, en particulier donc dans des périodes de crise. Les périodes de crise, là l'histoire nous apprend des choses, sont des périodes propices au rejet, mais vraiment au rejet. On rejetait les Italiens comme on rejette aujourd'hui les musulmans. Comment vous expliquez cette montée de l'extrême droite en Europe ? Est-ce que vous diriez que la France et l'Europe aujourd'hui sont en crise ? Oui, bien sûr qu'il y a une crise de l'emploi, il y a une crise du chômage, il y a une crise de croissance, effectivement. Ça fait depuis 20 ans qu'on a une croissance atone en Europe. Donc on ne crée pas suffisamment d'emplois, en effet. Et donc les gens, les inégalités se sont accrues considérablement. Inégalités entre personnes, mais inégalités territoriales également. Il y a des territoires qui sont complètement laminés par la crise. Et donc les représentations des gens qui sont dans les difficultés, vous avez vu avec les gilets jaunes, dans certains cas, il est plus facile d'avoir les boucs émissaires que sont les étrangers, les immigrés, les gens qui n'ont pas les mêmes couleurs, qui n'ont pas le même nom, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe exactement dans les années 30. C'était exactement comme ça, à l'encontre des Européens, à l'encontre des Italiens et des Polonais. Donc il n'y a pas une spécificité réellement musulmane dans la question que pose la laïcité en France. Il y a le fait que la question se pose d'autant plus que la crise est profonde et durable dans les pays qui sont nos pays industrialisés, avec des politiques qui sont effectivement relativement peu coordonnées. Et nous, pour ne pas subir la crise des spectateurs, eh bien, nous leur laissons la parole, justement, parce que vous savez que l'état de grâce peut aussi... voilà. Et c'est important, on est sur un festival, c'est pas n'importe lequel, c'est Contre-Courant. Et dans Contre-Courant, eh bien, il y a Rosemary de Prétigny-sur-Oise qui souhaitait prendre la parole. Donc, si on ne lui donne pas, elle va partir, et là, elle sera très en colère. Il est possible même que si elle soit en colère, si elle est en colère, elle ne revienne jamais, voyez. Alors, vite, on lui laisse sa place aussi, voilà, histoire de partir à la conquête de quelque chose. Vous deviez nous donner la parole tout à l'heure. Je sais pas si je la prends nous maintenant. vous la donnons, puisque, en effet, c'est une improvisation bien organisée. L'association Rosemerta, oui. Association avignonnaise de solidarité avec les migrants et la promotion des droits de l'homme. Vous êtes présent sur le festival, sur Avignon à l'année. Et sur le festival, vous êtes présent, puisqu'on vous a vu sur un certain nombre de lieux. Et les organisateurs de Contre-Courant ont souhaité que vous puissiez lire une déclaration. Oui, alors, peut-être une réaction préalable. Oui, pas forcément lire une déclaration complète, mais en tout cas déjà parler de l'association, puis rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque nous, on est une association de citoyens qui avons réquisitionné un lieu qui appartient au diocèse, donc on revient sur notre histoire d'occupation d'église, et pour loger en fait des mineurs non accompagnés et des familles qui ne sont pas pris en charge par l'État. Pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, l'État est défaillant à plus d'un titre, en particulier pour ce qui est de l'accueil des personnes qui ne sont pas encore demandeurs d'asile, pour ce qui est des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, et pour ce qui est des mineurs non accompagnés qui sont considérés comme majeurs par l'aide sociale à l'enfance, et bien souvent d'ailleurs accusés de mentir sur leur âge, de mentir sur leurs papiers, et donc parfois poursuivis. Donc aujourd'hui, dans le centre d'Avignon, on est une association qui a 1200 adhérents, quasiment 300 bénévoles actifs, et qui faisons vivre une maison dans laquelle il y a à ce jour 45 habitants entre 4 mois et 42 ans. Sachant que c'est une association qui émane de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui était très active sur le territoire depuis 3 ans et qui, jusqu'à présent, logeait ces personnes dans des familles d'accueil. Et en fait, on se retrouvait à court de familles d'accueil. On se retrouvait avec des personnes qui nous appelaient et qui étaient dans la rue et qu'on n'avait pas le cœur de remettre dans la rue. En tout cas, c'était très difficile. Et on voulait justement aussi, par cette action visible, pouvoir interpeller les pouvoirs publics sur leurs défaillances et mettre devant
devant de la scène, entre guillemets, ces personnes, mais en proposant, je reviens sur votre thématique de l'apport culturel, en proposant un lieu qui soit un lieu d'accueil un peu utopiste, qui soit un lieu ouvert sur la ville, qui accueille des concerts, qui accueille des activités qui sont ouverts et aux habitants et aux Avignonnais et alentours. Voilà, et donc pour juste conclure sur ce que j'étais censée lire, mais que on est soutenu dans cette démarche par un grand nombre de personnes, hein, et en particulier par le collectif Exilé 84 qui appelle le samedi 20 juillet, donc ce samedi à 10h30 place Pi, à un rassemblement autour de l'Europe et le sens de l'hospitalité. Je rappelle que Rosmerta, c'est la déesse celte de l'hospitalité. On a choisi ce nom-là pour dire aussi que dans nos racines françaises celtes, l'hospitalité était présente depuis toujours. Voilà. Merci. Emmanuel Mailly. Je suis estomaqué par le nombre d'adhérents de cette association. C'est une association avignonnaise, genre locale ? Non. 1200 personnes. Vous me vendez du rêve, là. Et on a ouvert le lieu au public le 21 décembre et c'est allé très très vite. On a été nous-mêmes très surpris. On était très peu comme dans le noyau d'action. Oui. Et en fait, dès qu'on a fait un appel au public, en une semaine, les 400 mètres carrés étaient meublés. Il y avait des gens qui bricolaient dans tous les coins. Il y a des gens qui... On utilise... Les artistes nous offrent des représentations ou des concerts pour soutenir l'association. Donc les gens viennent et payent à prix libre et on ramène de l'argent qui nous permet de payer l'électricité, l'eau, etc. Et on arrive à... il y a une vraie mobilisation citoyenne sur un territoire qui le cachait bien. Oui, on sait. Si je puis compléter sur cette chose-là, c'est pas nous, pardon, ça c'est le câble qui merde. Parce qu'on a on a en face de nous le propriétaire de ce lieu, qui est donc Monsieur Catenos, pour ne pas le nommer, qui est archevêque très proche de l'extrême droite, qui a d'ailleurs inauguré un monument, le mémorial de la terreur en hommage aux victimes de la Révolution française la semaine dernière. Donc nous sommes dans un... Voilà, il y a du lourd derrière et on a vraiment besoin de soutien, quoi. Et le soutien est là. Voilà. Sur les 1200 adhérents, vous soutenez qu'il y a 300 personnes actives. Il y a environ 200 bénévoles, même 200, minore un même peu, 200. Okay, mais il y a quand même un noyau très important de... Vous allez filer votre numéro, votre recette. Oui. On le communiquera à l'issue de la rencontre. Alors, Emmanuel Mailly, c'est intéressant parce que c'est vrai que cette solidarité, elle existe. Elle est peu visible. Ou en tout cas, elle est peu médiatisée. Moi j'ai des fonctions nationales pour mon syndicat. Lequel ? Sud Éducation. Sur le thème de l'immigration, je gère la question là-dessus. Et c'est vrai que là, je suis assez étonné par c'est incroyable. Bref, c'est tant mieux. J'ai vraiment, je suis estomaqué. Vous avez fait ma journée, là, même l'année. La solidarité, elle existe, c'est indéniable dans chaque département, chaque canton, même d'ailleurs Rodeo Ranger produit des collectifs à la fin. Il y a des gens qui viennent me voir comment monter une boussole, etc. Je leur explique. Évidemment. Alors après, syndicalement, politiquement, moi je suis assez gêné sur la question de la solidarité. Je vais m'expliquer. C'est que moi-même, je passe mon temps à aider les gamins et leurs familles, soit avoir des papiers, soit avoir un logement, soit avoir un manger, soit avoir des livres pour passer le bac S, soit avoir un ordi, de créer des collectifs, etc. Je passe mon temps à ça, mais j'oublie du coup un combat politique qui est régularisation pour tous les sans-papiers. Je n'ai plus le temps de m'occuper de la question politique. Et les militants comme moi qui œuvrent depuis 20 ans ou 15 ans sur la question, on ne s'est pas leurré, mais on a essayé de répondre à l'urgence humanitaire, le versant humanitaire de la solidarité. Mais nous n'avons plus l'énergie, sauf maintenant grâce aux Avignonnais qui vont m'apprendre cette recette magique. Le nombre de militants décroît. On se fatigue, on s'épuise évidemment, on le sait tous. Et puis en plus, les politiques gouvernementales sont de pire en pire. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué.
Par contre, les gens aiment à s'engager sur la solidarité humanitaire. C'est évident. Ils aiment à trouver à manger, ils aiment à trouver un toit. Nous aussi, à Chauny, on a piqué une maison au diocèse, on a mis des gamins dedans. Bon, c'est chouette. Mais on a aidé 20 gamins. Il y en a 50 000 ou 100 000 à aider. Et donc, il y a avant tout un combat politique et syndical à mener sur la question de la migration. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais enfin, en tout cas, c'est mon questionnement actuel sur cette question. Helmut, Maud ? Oui, non, mais je voudrais juste aller dans le sens de ce qui vient d'être dit par Emmanuel. Moi aussi, je suis très étonné je suis vraiment bravo. Et non, mais ça prouve qu'il y a aussi une problématique des représentations et de ce qu'on entend habituellement. On entend quand même beaucoup plus des arguments, comme dans la pièce précédente là, de Mathias, qui risque de disparaître, etc., que des arguments de gens qui soutiennent. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Ce que je voulais dire, c'est que sur l'immigration en général, on observe une remise en cause de l'application du droit des immigrés. C'est-à-dire que c'est même pas une question de création de nouveaux droits. Dans mon livre, sur la deuxième partie, il y a des propositions. Et l'une des propositions, c'est appliquer les droits. Juste les appliquer. Je ne parle même pas du droit de vote des immigrés, qui est quand même quelque chose de fondamental dans la mobilisation. Je parle juste de l'application des droits. Ce qui s'est passé, et en particulier à partir de 2011 avec la loi Besson, c'est que la charge de la preuve a été retournée. C'est-à-dire que c'est aux immigrés de prouver qu'ils sont finalement pas hors la loi, quoi. Donc c'est incroyable, de sorte qu'on a donné un pouvoir exorbitant à l'administration, et là les associations le savent très bien, à la préfecture, au détriment du pouvoir judiciaire et du recours qu'il peut y avoir. Donc, on a un processus de fragilisation de l'intégration, entre guillemets, des immigrés qui sont légaux, qui sont sélectionnés, etc., et on forme des processus de désintégration, comme dirait Patrick Vell, c'est-à-dire qu'on favorise la désintégration par des politiques, mais vraiment discrétionnaires, en particulier dans les préfectures, et tellement tatillonne qu'on met des gens qui sont parfaitement légaux, qui répondent à tous les droits, on les met dans des situations de clandestinité. Et effectivement, on laisse de côté la solidarité liée à la régularisation. La régularisation, c'est un phénomène qui est important, d'autant plus que les lois produisent des désintégrés en quelque sorte. Solidarité, puis il y a aussi, puisqu'on est bien sur l'aspect culturel dans cet échange, il y a aussi la question de la criminalisation des militants. Est-ce que cette criminalisation, Rachid Boily, est-ce qu'elle n'a pas débuté autour de la jungle de Calais par rapport à ces associations, par rapport à ces journalistes, ces personnes qui sont totalement anonymes, qui allaient au contact de ces jeunes et qui ont fait l'objet de répression policière? Oui, tout à fait. Mais des anecdotes, il y en a énormément, mais je pense qu'une toute fraîche, ça serait de redemander à nos amis de Rosemerta avec qui je me suis entretenu, avec Maëva. Ah, vous connaissez. Ouais. Oui, on a discuté et il y en avait une qui était convoquée à la police, je pense. Une directrice de théâtre. Là, il y en a 7 de chez eux qui sont convoqués. Je pense je pense qu'ils peuvent peut-être témoigner là-dessus. Parce notamment que là, la dame du Vaucluse qui a inscrit un gamin dans un LP et qui... Chantal, oui. Il y a quelqu'un de l'association Rosemerta qui veut apporter un point sur cette question de la criminalisation des militants? Oui, alors il est tout à fait intéressant d'apporter ce point-là, ce qui veut dire qu'il faudrait que je bouge mon séant. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, hein, monsieur. Vous êtes très bien éclairé, hein. Vous êtes d'ailleurs celui, on dirait qu'il a un projecteur. C'est un artiste. Oui, on dirait presque que j'ai votre place, non? C'est le seul qui a finalement un teint un peu allé, un peu estival. Regardez, j'ai le plus beau projecteur du monde en face, j'ai le soleil. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, oui, alors qui parle là? Parce qu'il faut s'organiser un petit peu, vous êtes nombreux, voilà, ne vous poussez pas. Arrêtez de me pousser, arrêtez. Non, attends, non, pas vous, non, pas... Non. Ah, c'est pas... Allez, oui, allez-y, vous, là. Oui, donc... Effectivement, il y avait Chantal, dont vous avez parlé, qui, elle, en tant que militante RESF, avait inscrit un jeune qui était pris en charge à l'époque par la ZEU, puis plus pris en charge, et qui a été poursuivi pour, au départ, usurpation de fonction, et puis finalement, je crois, faux usage de faux. Elle a été relaxée, mais le procureur a fait appel. Ensuite, effectivement, par rapport à Rosemerta, le diocèse a porté plainte immédiatement, donc on a été certains à être convoqués par la police par rapport à une éventuelle poursuite au pénal. Pour le moment, c'est pas poursuivi, mais on était accusés de mise en danger de la vie d'autrui et dégradation, ce qui est quand même assez ironique quand on sait que les personnes, si elles ne sont pas Rosemerta, sont dehors, donc en termes de mise en danger de la vie d'autrui.
Et ensuite, il y a également une enquête qui est ouverte, là sur le côté administratif, puisque c'est une association qui occupe. Et donc les 7 personnes qui ont signé les statuts de l'association ont été convoquées par la police pour répondre de non-déclaration préalable d'hébergement de personnes et accueil de public dans un lieu sans passage de la commission de sécurité. Voilà, donc on attend de savoir si ça va être poursuivi ou non. Et en parallèle de ça, on a un référé donc, par rapport à une potentielle expulsion, par rapport vraiment à l'occupation, qui a été reporté au 2 septembre. Donc on en saura plus sur l'avenir du lieu le 2 septembre. Emmanuel Mailly, de toute façon, on arrive à la fin de cet échange. Hein. C'est passé très vite, mais il y a tout un programme, puisque, y compris, il vous reste quelques heures pour finaliser la présentation du spectacle de 22h. Rodéo... Déjà mangé et ensuite travailler. Rodéo Rangers. Vous dites aujourd'hui, notamment vos collègues, mais bon, on va parler des enseignants. Les enseignants. Mais des collègues artistes aussi. Il y a aussi des collègues artistes. Il y a des collègues. On parle aussi des collègues artistes qui mouillent pas leur chemise. Mais bon. Vous avez beaucoup de collègues. Mais vous dites aujourd'hui, il y a un conditionnement mental d'un certain nombre de nos concitoyens, concitoyennes, qui a priori ont peur et n'osent pas avoir un acte de solidarité. Oui, c'est très classique, je pense, chez les enseignants et les fonctionnaires d'État. Sans stigmatiser qui que ce soit. Si, moi je suis pas du tout péjoratif. Ce que je dis, c'est pas du tout péjoratif. Pour preuve, moi j'écris des kits comment se mobiliser auprès d'un jeune migrant ou de migrante pour justement ce genre de public qui n'a pas l'habitude ou qui pense que aider, faire preuve de solidarité comme ça est proche de la désobéissance finalement. Parce que est-ce que j'ai le droit d'organiser une kermesse dans mon école pour cette gamine? Est-ce que je peux inscrire ce gamin malgré l'interdiction du maire? Est-ce que je suis obligé d'envoyer un gamin qui a 15 ans subsaharien en BEP pro et sécurité? Toutes ces questions sont hyper importantes, quoi. Et il faut déconstruire chez ces enseignants cette image de peur, cette impression de désobéir. Alors finalement, ils ont plein de droits. Le statut de fonctionnaire d'État est vraiment quasiment inattaquable, quoi. Et ça, c'est vachement passionnant et c'est vachement bien. Et du coup, il y a beaucoup de travail à faire, de formation, de rassurer, de leur montrer qu'ils ne prennent pas de risques finalement en aidant les usagers du service public qu'ils ont en main, quoi. Et ça demande beaucoup de travail, d'énergie, mais je pense que ça peut porter des fruits parce que, alors à moins que l'Avignonnais ait une recette magique pour produire des militants comme ça, ça c'est cool. Ils vont vous la donner. Le nombre de militants, encore une fois, décroît potentiellement. Donc il faut de nouveaux militants, et sans parler de militants finalement, parce qu'il suffit que chacun mette un petit peu. Encore une fois, accueillir de nuit, trouver des bouquins, choper un ordi, accompagner un gamin lors d'un examen, arrêter de croire que pour passer un examen, il faut des pièces d'identité. Arrêter de croire qu'un gamin est sans papier, alors que s'il est mineur, il n'a pas à se justifier. Il y a beaucoup à déconstruire tous les jours au quotidien. C'est pas forcément volontaire de la part des fonctionnaires d'État, hospitaliers ou territoriaux finalement, et même les autres travailleurs. C'est juste une méconnaissance des textes, de la loi et de leur application. Voilà. Deux interventions. Ah oui, excusez-moi. Deux dernières cher interventions. Modérateur, voilà, mais quand même, là, ça commence à pousser au portillon du côté de. Voilà, et notamment du côté de ce monsieur-là, mais on va d'abord entendre Janine, Paris 16e. Bon, ça sera Cécile Vaucluse. Du coup. Bah voilà, bravo. Il m'a fait peur. Ouais, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, là, quand tu nous décrivais que en fait, le fait d'être dans l'action matérielle, ça détourne de la question du politique à faire bouger, quoi. Et je pense que là aussi, il n'en va pas que de la responsabilité des fonctionnaires. S'il y a une répression possible, s'il y a une non-application des droits, c'est parce que l'opinion publique, elle le suit. Et j'avoue que le nom du débat m'avait séduit quand il traite de l'apport culturel des migrants. Parce que je crois que la manière d'inverser la donne sur la perception de qui est l'autre, c'est de créer les conditions de la rencontre, c'est créer les conditions de l'échange, et c'est aussi mettre en lumière ce qui se fait de positif et
revaloriser les valeurs, redonner de la place aux valeurs de solidarité, de fraternité, voilà, on peut les énumérer. Et on voit à travers le débat qu'on a quand même du mal à parler de ça. L'apport culturel des migrants, finalement, on en a des témoignages de personnes qui sont arrivées d'ailleurs. Moi aussi, j'ai bien aimé tout à l'heure dans le spectacle. 3e génération, voilà, c'est polonais chez moi. Donc, même ceux qui peuvent apparaître comme avoir toujours été d'ici, ben non. Et c'est la richesse des parcours de chacun qui fait que on s'enrichit et puis on est content d'en apprendre davantage sur le monde, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci, Cécile. Deux autres. Ah oui, oui. Jean-René de Quimper. Deux questions. Plutôt très en colère, alors faites gaffe. Essayez de prendre l'accent breton. Alors moi, le thème de la peur, c'était très bien, très intéressant, puisque ça marche très bien au cinéma. Et donc à Avignon, au-delà de cette formidable réussite de Rose Merta, il y a 2 ans, en fait, avec le cinéma Utopia, on a décidé de créer un collectif pour faire du cinéma aux spectateurs et aux migrants, en se disant que la rencontre des deux allait peut-être justement atténuer cette fameuse peur, même si nos films, vous les verrez peut-être un jour, on en a fait une 15aine jusque-là quand même, parlent pour certains un petit peu de peur après tout. Enfin, ils parlent beaucoup de voyages, de magie, de tas de thèmes finalement, puisque ça reste ouvert aussi, on ne les amène pas à parler de quelque chose de compliqué ou de dur sur leur sujet. Voilà, donc pour parler un petit peu de l'initiative, c'est une journée en fait. Le matin on écrit le film, l'après-midi on tourne. On est une trentaine à peu près, il y a une dizaine de réalisateurs avignonnais qui sont constitués, donc il y a aussi de ce point de vue-là quelque chose de très positif pour les gens d'ici. Et ces films, donc on les projette régulièrement, notamment à la fête du court-métrage qui a lieu en mars. On a eu l'occasion de les projeter. On les projette après-demain devant le cinéma Utopia, donc en grande majorité des films. Et cette association, donc, ce collectif pour l'instant qui va devenir une association, a été aussi créé au-delà du fait que ça crée du lien entre les gens. Ça a permis d'amener aussi beaucoup de joie entre les migrants. Ça aide beaucoup les associations locales, et notamment 100 pour 1 et RESF, qui ont à peu près la même action sur le fait de proposer des lieux d'accueil et des familles d'accueil. Voilà. Super. Autre chose. 1, 2, 3 soleils, ça s'appelle. Merci. Allez, une toute dernière réaction. Oui, puis après une petite chanson et c'est fini. Et nous clôturerons cet échange, ou pas, Fred? Oui, on n'est pas obligé de le clôturer. Enfin, on peut le clôturer au bar de Thierry qui est ouvert toute la nuit. Oui, bien sûr. Voilà. Qui nous attend, Thierry? Hors antenne, voilà. Et Thierry nous attend avec des petites olives vertes. D'ailleurs, il paraît que c'est des pas mûres. Voilà. Alors, mais ça se mange. La même question pour chacun de nos invités et terminer cet échange. Puisque la thématique à la conquête de l'espace, de l'apport culturel des migrants, si vous aviez à citer un exemple personnel, familial, relationnel, chacun, quel serait-il cet apport? Rachid Boily. C'est large, parce que... c'est difficile, ce qui est difficile, c'est que nous, quand je dis nous, c'est toutes les générations de fils immigrés. On a moi personnellement, vers 16 ans, 17 ans, on se pose la question de qui on est, comment on est, où on est. On n'est pas français, on n'est pas algérien. Quand on va en Algérie, on dit « Ah, voilà les Français ». Et on a réussi à se faire une raison. Et je rejoins mon voisin, mon ami à côté, et que quand il parle de la richesse, justement, de ce... Tu étais à 400% tout à l'heure, tu as dit. Oui, et c'est un chiffre. Mais bien entendu il y a un écho en nous. C'est que l'identité, c'est pas une photo d'identité. Ça, c'est la mort, c'est le cimetière. Je vous dis, quand c'est défini, c'est fini. L'identité, elle est tout le temps, en perpétuel mouvement. Donc là, par exemple, avant que j'arrive au débat et après, je suis plus le même.
Alors, vous dire exactement où j'ai changé, je vais le découvrir, ou pas. Mais en tout cas, je sais que j'aurais eu un élargissement de moi-même. Peut-être que les rencontres, les gens qui viennent nous témoigner, qui viennent de toute la terre entière, déjà le premier apport culturel, bien entendu, qui va peut-être être au niveau du langage, parce que le langage élargit aussi la pensée. Et il va peut-être être au niveau de la cuisine, au niveau du vestimentaire, mais il va surtout, je pense, élargir la capacité qu'on a à être un être humain. Voilà. Emmanuel Mailly, même question. En 20 secondes. Merci. Mais je sais pas, je peux rien rajouter après ce que vient de dire Rachid. C'est merveilleux de l'entendre parler. Moi, je suis aussi en permanente construction, déconstruction, enrichissement par la rencontre de l'autre. Je passe ma vie à rencontrer l'autre, qu'il ait 3 ans, 7 ans, 77 ans, je m'en fous de sa couleur, de son sexe, de sa religion. J'ai pas d'exemple, je suis désolé, je suis sec là-dessus. Helmoub. Oui, mais moi je suis exactement comme mes deux voisins et amis maintenant. Je ne connaissais pas, mais voilà. Je pense que je voudrais juste un petit préalable et vous donner un exemple. Le préalable, c'est que j'en ai assez aussi quand le cite des réussites de l'immigration et des enfants de l'immigration que sur des extrémités. Zidane dans le football, la boxe, l'humour, ou bien voilà, le sport en général. Ce qui n'est pas visible, c'est la réussite quotidienne des gens issus de l'immigration dans tous les domaines, partout. Dans le théâtre, dans l'éducation. Et comme on est discriminé parfois dans le secteur privé, alors on est surreprésenté dans la recherche, dans l'enseignement, etc. Donc tout ça, c'est pas visible parce qu'on a la focale sur les zones urbaines où il y a des voitures qui brûlent. Voilà. Ça, il faut vraiment sortir de ça. Et l'exemple le plus frappant pour moi de l'apport culturel des migrants, des immigrés, c'est le renouvellement de la langue française. C'est l'écriture. Alors, je peux vous citer 2 exemples complètement différents partant de l'Algérie. Il y en a un qui s'appelle... Il y a une auteure qui s'appelle Kauter Adimi, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Nos richesses », à partir d'une librairie qui était à Alger, qui était montée par Edmond Charlot, donc un grand éditeur qui a publié Camus, qui a publié... etc. Et c'est un aller-retour entre aujourd'hui, la France... quelqu'un qui part à Alger et qui reprend cette librairie qui va être vendue pour être transformée en pizza ou quelque chose comme ça. Et c'est toute cette histoire-là. Et l'écriture est simple, formidable. Et puis, deuxième exemple, c'est le livre de Alice Zenati qui s'appelle L'art de perdre et qui est une reconquête de l'histoire des harkis à travers la 3e génération d'un couple mixte. La mère du Nord et le père fils de harki, et c'est la 3e génération de cet enfant et qui va reconquérir cette histoire avec une écriture aussi complètement renouvelée, une innovation dans l'écriture qui est absolument remarquable. Je pense que c'est un bon exemple, l'écriture et la langue française renouvelée par les migrants. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage. L'immigration en France, mythe et réalité, paru chez Fayard, 16 € chez tous les bons libraires. Et puis, voilà. Et puis, indiquer, Rachid Boily, que vous partez, je le redis, sur les routes de France pour aller présenter Cité Babel de la compagnie La Langue Pendue dans les centres de vacances de la CCAS en Corse dès demain. Et dans 2 heures, 1h30 maintenant. Ouais. Vous allez pouvoir, dans un instant, voir Rodeo Rangers, que vous jouez également dans les centres de vacances jeunes, dans les colos de la CCS, en direction des jeunes. Et le dernier mot, Fred, c'est rappeler que samedi 20, égaux, égal, personne n'est illégal, c'est 10h30, place Pi, à Avignon. L'Europe et le sens de l'hospitalité. Eh ben, Stéphane Gravier, vous avez sacrément bien officié, en tout cas. Et vous aussi, les invités, vous avez été pas mal. Hein. Voilà, des fois, c'est un peu haut, c'est hyper intello en même temps, mais voilà, faut être... Non, mais c'est bien, ça élève un peu le débat.
c'est bien. Personne n'est parti, ou quasi presque. On va faire un petit échange comme ça au bar de Thierry. Et puis on va prendre, juste avant que vous n'alliez manger les brochettes, les merguez ou je ne sais quoi, avant le spectacle, bien sûr, nous allons prendre une petite photo devant la fusée de Tintin. Voilà, parce que, voilà, s'il vous plaît, c'est de tradition ici. On prend des polaroïdes. Alors, un seul polaroïde, s'il vous plaît. Attention, vous installez bien. Alors, voilà, faut poser. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR. Ami festivalier, tu seras heureux d'apprendre que le bar de Thierry est ouvert pour toi aussi. Tu y trouveras du frais, du chaud et même du tempéré. Le bar de Thierry pour un été réussi.